12 mars, sous le ciel brûlant du Sahel, un chant jadis craquelé bourdonne de drones qui dessinent des lignes neuves au-dessus des sillons. Les mêmes terres, autrefois tenues par la pluie capricieuse et les cargaisons d'aide, s'animent d'un calcul inverse. Moins de permissions, plus d'outils, plus de savoir-faire qui restent. Des hectares s'embranchent à des capteurs, à des stations solaires et à des ateliers locaux où l'on répare, code, mesure, puis replante avec méthode. Que se passe-t-il pour nos vies, nos marchés et nos récits lorsque Ibrahim Traoré promet une récolte qu'on programme autant qu'on la sème? L'histoire du Burkina Faso ne se résume plus à l'attente de la pluie, mais à la conception d'un futur mesurable. Ibrahim Traoré a transformé le vocabulaire du pouvoir. Au lieu de subsistance, il parle de souveraineté. Son plan agricole de 600 millions de dollars ne promet pas une pluie de chiffres, mais une méthode. Le bénéfice tangible. Rendre à chaque hectare la valeur d'un choix collectif, un acte d'indépendance. Dans les laboratoires du pays, on assemble désormais des drones comme on bâtit des phrases. Sujet, verbe, action. La promesse n'est pas seulement d'augmenter la production, mais de réapprendre à écrire sa propre équation économique. Pour les citoyens, cette révolution n'est pas abstraite. Elle signifie que le travail local peut rivaliser avec la charité internationale. Et si cette équation réussit, le Burkina pourrait offrir au continent un modèle d'autonomie reproductible, une preuve que la dignité se calcule aussi dans le code et la poussière. En janvier 2025, le ministère de l'Agriculture du Burkina Faso publia un document de 42 pages qui bouleversa la chronologie du développement. L'initiative pour la souveraineté verte. 2 chiffres résumaient l'audace. 600 millions de dollars réorientés, 60 000 hectares à irriguer intelligemment. Ces données paraissaient techniques, elles étaient en réalité politiques. Elles signaient la fin d'un demi-siècle de dépendance où chaque sac d'engrais venait avec un conseil étranger. Sous Ibrahim Traoré, les priorités changèrent de direction. Au lieu de commander des machines européennes, le pays décida de les construire lui-même. Au lieu de payer des brevets, il créa des banques de semences numériques et des laboratoires de génomique locaux. Le cœur du programme battait autour de 4 piliers: l'eau, la mécanisation, l'éducation et l'alliance régionale. Dans les plaines du Sahel, des ingénieurs formés à Ouagadougou et à Moscou installaient des systèmes solaires d'irrigation, pendant que des techniciens ruraux reliaient les champs aux satellites. Cette révolution discrète ne visait pas seulement à produire plus, elle cherchait à inverser la hiérarchie du savoir. Les drones agricoles, fabriqués dans une nouvelle zone industrielle près de Koudougou, symbolisaient la fin du voyage circulaire de l'aide. Ce qui arrivait hier en conteneur partait désormais d'ateliers africains. Dans les villages, on construisait des pôles de formation où des agriculteurs apprenaient à coder les cycles d'arrosage et à réparer les valves micro-hydrauliques. Pour la première fois, le progrès ne parlait plus anglais ni français. Il murmurait en mouré, en dioula, en wolof. Les critiques étrangères qualifièrent le plan d'utopie. Les foules, elles, y virent un acte de foi. Et lorsque les premiers champs connectés produisirent 3 récoltes consécutives, le doute changea de camp. Ce n'était pas un miracle, mais la mécanique d'une dignité retrouvée. Dans un petit village proche de Bobo-Dioulasso, un vieil agriculteur nommé Yacouba ajuste les pales d'un drone qu'il n'aurait jamais cru piloter. L'an dernier encore, il labourait à la houe, priant pour une pluie ponctuelle. Aujourd'hui, grâce à un simple tableau solaire et à l'aide de son petit-fils, il contrôle depuis une tablette l'irrigation et la température de ses cultures. En une seule saison, son rendement a triplé. Ce n'est pas la magie d'une machine, mais l'effet concret d'une idée, rendre la technologie lisible par ceux qui nourrissent le business. Ibrahim Traoré avait promis que la révolution commencerait par les mains les plus calleuses. Et dans la poussière rouge de ces plaines, cette promesse se matérialise.
45 000 emplois ruraux créés. Des jeunes formés à manier les algorithmes comme leurs aînés maniaient la charrue. Dans chaque province, de nouvelles écoles d'agrotechnologie enseignent comment coder les cycles d'irrigation, réparer un moteur solaire ou interpréter les données climatiques. Les sceptiques affirmaient que l'Afrique manquait d'ingénieurs. Traoré répondit que c'était une question d'imagination, pas de statistiques. Désormais, même les marchés régionaux se transforment. Les coopératives mutualisent les drones. Les artisans construisent des bornes de recharge. Les agriculteurs deviennent techniciens. L'effet domino se mesure non en pourcentage, mais en confiance. À travers Yacouba, c'est tout un pays qui découvre une forme neuve de fierté. Une fierté qui ne s'achète ni ne s'importe. Tout commença par des chiffres, mais l'histoire prit vite la forme d'une onde. Ibrahim Traoré annonça la réorientation des 600 millions de dollars, non pas dans un palais, mais au cœur du marché de Ouagadougou, entouré d'agriculteurs, de commerçants et d'étudiants. Ce geste, d'une simplicité presque théâtrale, marqua le point zéro du basculement. L'initiative n'était pas un slogan, c'était une redistribution visible du pouvoir économique, l'activation. En quelques semaines, les ministères signèrent les décrets, les ingénieurs installèrent les premiers capteurs et les universités ouvrirent des filières d'agrotechnologie. Des centaines de jeunes rejoignirent les ateliers pour assembler des drones. La ville bourdonnait d'une ferveur nouvelle, mi-curiosité, mi-urgence. Les champs connectés s'allumaient comme des constellations. Chaque point une promesse, chaque capteur un fragment de souveraineté. Le crescendo. Les premières récoltes triplèrent en rendement et les images se répandirent sur les réseaux africains. Des foules descendirent sur la place de la Révolution, brandissant des pancartes peintes aux couleurs nationales. Nourrir l'Afrique, libérer l'Afrique. Dans les mosquées, les sermons parlaient de travail, pas d'attente. Dans les écoles, les enfants apprenaient à calibrer les drones avant de tracer des cartes. La politique devint affaire de logiciels et de semences. L'orgueil national, longtemps blessé par la dépendance, se recousait. La résonance. En moins de 72 heures, les gros titres à Paris, Londres et Washington s'enflammèrent. Financial Times parla de « expérience populiste ». Reuters de « inflexion stratégique ». Pourtant, sur le terrain, c'était le calme méthodique d'une transformation maîtrisée. Le peuple voyait dans les accusations étrangères une preuve de succès. Si le monde s'inquiétait, c'est qu'il comprenait enfin que le centre de gravité changeait de coordonnées. Au même moment, mais les premiers signaux de résistance apparurent. Suspension d'aide, réévaluation de prêts, menaces de sanctions. Mais Ibrahim Traoré répondit sans détour. « Nous ne rejetons pas le monde, nous rejetons la faiblesse. » Cette phrase, prononcée depuis une serre entourée d'agriculteurs, devint le refrain de toute une génération. Le pays ne se divisait plus entre sceptiques et rêveurs. Il se partageait entre ceux qui bâtissaient et ceux qui observaient. Les analyses internationales comptaient les risques. Les Burkinabés, eux, comptaient les récoltes. Ce basculement d'échelle, du commentaire au geste, fit de l'économie rurale un instrument politique. Pour la première fois, l'indépendance se cultivait comme une plante, ligne après ligne, saison après saison. Les chiffres, longtemps relégués aux notes de bas de page, devinrent la langue principale du renouveau. En 6 mois, la production de maïs et de sorgho augmenta de 37%, une progression inédite depuis l'indépendance du pays. Sur les 60 000 hectares de terres intelligentes, plus de la moitié sont désormais entièrement gérés par des systèmes d'irrigation automatisés. Chaque capteur envoie toutes les heures des relevés d'humidité, permettant de réduire la consommation d'eau de 28% en moyenne. Cette économie d'eau équivaut à 1 million de barils de réserves naturelles par saison sèche, une statistique que même les plus sceptiques n'osèrent contester. Les gains ne se limitent pas aux cultures. L'emploi rural connut un rebond de 45 000 postes, incluant des techniciens, des analystes de données et des réparateurs d'équipements. Solaire.
Ces chiffres dépassent les prévisions initiales du ministère, qui anticipait à peine la moitié. Le rendement fiscal local, autrefois anémique, a lui aussi bondi. Les communes agricoles signalent une hausse de 18% des recettes en un an. Les données ne sont plus de simples symboles. Elles forment la preuve d'un changement systémique. Mais derrière ces indicateurs, Ibrahim Traoré voyait autre chose. Un basculement psychologique. Les chiffres traduisent de la confiance, disait-il. Là où autrefois les aides étrangères affichaient des rapports et des promesses, les coopératives locales montrent aujourd'hui des bilans et des marges. Ce passage du champ rapport au résultat est au cœur de la méthode burkinabé. Les économistes étrangers, eux, tentèrent de relativiser. Ils rappelèrent tant que ces statistiques n'étaient qu'un instantané, que la durabilité n'était pas encore garantie. Mais les partisans du projet répliquèrent avec un autre type de mesure, celle du silence. Aucun paysan ne manifestait contre les machines qu'il avait lui-même construites. Dans les universités, les étudiants calculent l'efficacité énergétique des pompes. Dans les ateliers, des jeunes FMSP conçoivent de nouveaux algorithmes d'irrigation. Ces chiffres ont cessé d'être abstraits. Ils racontent un peuple qui apprend à compter autrement, en action, plutôt qu'en dons. Les critiques ne manquèrent pas. Les institutions occidentales évoquèrent un risque de dépendance inverse. Un pays trop centré sur sa production nationale pourrait s'isoler du marché mondial. D'autres avertirent que la concentration de 600 millions de dollars dans un seul programme ouvrait la porte à la corruption ou à l'inefficacité. Ces arguments, rationnels sur le papier, résonnaient dans la mémoire d'un continent souvent trahi par ses propres utopies. Mais le gouvernement d'Ibrahim Traoré ne répondit pas par des slogans, il répondit par des audits. Chaque projet fut soumis à un contrôle trimestriel public. Les rapports publiés en ligne détaillaient les coûts, les délais, les résultats. Les contrats furent transférés aux communes. La traçabilité, assurée par des logiciels open source, permit de suivre la circulation de chaque franc dépensé. C'était un Stillman politique. Accepter la critique, mais lui opposer des données. Les observateurs les plus lucides reconnurent que le Burkina Faso avait transformé la transparence en arme diplomatique. Là où d'autres gouvernements masquent leurs chiffres, celui-ci les exposait. L'effet fut paradoxal. La rigueur inspira confiance, même aux partenaires réticents. Le Fonds africain de développement, initialement prudent, étudia désormais la possibilité d'étendre le modèle à d'autres États sahéliens. Dans un discours au Parlement, Traoré formula la synthèse. Nous n'avons pas à convaincre le monde. Nous devons seulement produire des preuves qu'il ne peut ignorer. Oh. Cette phrase, à la fois calme et tranchante, cristallisa l'esprit de la réforme. Le débat se déplaça ainsi du champ idéologique au champ empirique. L'enjeu n'était plus de croire ou de douter, mais de mesurer. Et plus les mesures s'accumulaient, plus la cohérence du projet se révélait. En affrontant ces critiques avec des données plutôt qu'avec des discours, le Burkina Faso signa l'un des paradoxes les plus élégants de la politique moderne. Prouver qu'un rêve peut être rationnel. Le sol nous répond. Cette phrase, prononcée par un agronome anonyme lors d'une interview, devint la devise officieuse du pays. À mi-parcours, le programme de souveraineté verte atteignait sa vitesse de croisière. Des milliers de capteurs connectés, des ateliers pleins, des champs vibrants d'activité. Pourtant, derrière la réussite technique, quelque chose de plus profond se révélait. Ibrahim Traoré comprit que la révolution qu'il avait lancée ne se mesurait plus seulement en tonnes ou en dollars, mais en mentalité. L'agriculture cessait d'être perçue comme un fardeau, pour devenir un lieu de pouvoir. Dans les écoles, les enfants apprenaient la programmation avant la géographie. Dans les mosquées, on priait pour la pluie, mais aussi pour la maintenance du réseau solaire. Les médias étrangers parlaient encore d'expérimentation populiste, mais dans les rues, le mot indépendance retrouvait un accent neuf. À cet instant précis, le Burkina Faso n'imitait plus personne. Il écrivait sa propre grammaire du progrès. Cette révélation, discrète mais irréversible, marquait la moitié du voyage, le moment où le projet quittait le domaine de la promesse
pour entrer dans celui de la conviction. Les effets du projet s'étendirent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans la région, 4 sphères principales ressentirent l'onde de choc. Niveau national, sur le plan national, l'économie rurale, longtemps dominée par les importations, retrouva une respiration propre. Les marchés virent apparaître des engrais produits localement, des pièces détachées conçues dans les ateliers de Koudougou et des plateformes de vente directe entre coopératives. En moins d'1 an, la dépendance alimentaire recula de 40%. Ce recul n'était pas une statistique, c'était un changement de régime, une preuve que l'autonomie pouvait s'apprendre. Entreprises locales, du côté des entreprises locales, les jeunes entrepreneurs transformèrent les innovations agricoles en micro-industries. Des startups conçoivent des logiciels de suivi des récoltes, d'autres réparent les drones ou vendent des panneaux solaires portatifs. L'écosystème technologique burkinabé s'enrichit de centaines d'emplois nouveaux. Pour la première fois, l'innovation ne venait plus d'une capitale étrangère, mais d'un village connecté. Nouvelle dynamique sociale dans la vie sociale et quotidienne. Dans les écoles et les foyers, la perception du travail changea. Les jeunes qui fuyaient jadis les campagnes y retournent, attirés par la promesse d'un revenu digne et d'un statut nouveau. Les femmes, souvent exclues de la mécanique agricole, dirigent désormais des coopératives. Le métier de la terre, longtemps symbole de fatigue, devient celui de la maîtrise. Kiosques régionaux, à l'échelle régionale. Les voisins du Burkina Faso observent, testent, imitent. Le Mali et le Niger signent des accords pour mutualiser les données climatiques et partager les brevets. Le Ghana, impressionné, demande conseil. L'alliance AES, autrefois diplomatique, devient productive. Dans ce triangle sahélien, la coopération se mesure en semences, en code et en confiance. Sur la scène internationale, les réactions se divisent. L'Union européenne redoute la perte d'influence économique. Washington préfère parler d'opportunités de partenariat. Mais dans les villages africains, les discours n'importent plus. L'essentiel est que la récolte arrive, que les enfants mangent, que les mains travaillent sans attendre l'aide, d'ailleurs. Ibrahim Traoré, en observant cette métamorphose, résume d'une phrase la portée du moment. Nous avons remplacé l'attente par le calcul. Derrière lui, le pays entier mesure ses progrès, non en prière, mais en données. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. Après 2 ans d'expérimentation, le modèle d'Ibrahim Traoré entre dans une phase d'équilibre incertain où chaque décision pourrait amplifier ou ralentir l'élan. 3 trajectoires se dessinent, chacune révélant un visage différent de l'avenir. La voie de base. Le gouvernement maintient son rythme actuel. Consolidation des infrastructures, perfectionnement des formations, extension prudente des surfaces intelligentes. Dans cette hypothèse, la croissance reste stable autour de 6% par an et la réduction des importations se poursuit. C'est un scénario de continuité maîtrisé. La souveraineté agricole devient une habitude, non plus un combat. L'option optimiste. Si les alliances régionales AES, Ghana, Togo s'intensifient et que les financements africains prennent le relais des fonds étrangers, la production pourrait bondir de 60% supplémentaires. Le pays exporterait alors ses propres solutions technologiques, drones solaires, capteurs à bas coût, logiciels de suivi. Le Burkina Faso deviendrait un pôle africain de l'innovation agrotechnique, transformant sa révolution en modèle continental. Le scénario critique. Les tensions diplomatiques s'accentuent. Certains baillis suspendent leurs crédits, les chaînes d'approvisionnement ralentissent, la pression médiatique augmente. Ce chemin teste la résilience interne. La société devra apprendre à remplacer les importations bloquées par des alternatives locales. Ce serait un ralentissement, non une défaite, une étape où la patience devient stratégie. Dans tous les cas, Ibrahim Traoré l'a répété. Nous ne cherchons pas à gagner la vitesse, mais la direction. Le défi des prochains mois ne sera pas de produire plus, mais de conserver la cohérence entre vision et quotidien.
Et s'il fallait retenir une règle, la souveraineté ne se décrète pas, elle s'entretient, comme une récolte. Dans les rues de Ouagadougou, le changement ne se mesure pas qu'en chiffres, mais en regards. Les marchés bruissent d'une confiance nouvelle. Vendeurs, artisans, étudiants partagent que la même conversation, celle du possible. La révolution agricole d'Ibrahim Traoré a engendré une mutation sociale discrète, presque intime. Les citoyens ne parlent plus d'attente, mais de contribution. Dans les campagnes, les familles se cultivent autrement. Les femmes, autrefois cantonnées à la préparation des récoltes, deviennent gestionnaires de coopératives. Les jeunes, formés à la maintenance des systèmes solaires, trouvent un statut qu'aucun diplôme étranger ne leur promettait. Dans les écoles, les enfants rêvent d'être ingénieurs, pas volontaires humanitaires. Le mot travail a repris un sens noble. Un technicien rural confie « Je n'aide plus mon pays, je le construis ». Cette nuance, subtile mais puissante, marque le tournant psychologique d'une nation. La fierté individuelle s'aligne sur la mission collective. Même les débats politiques, souvent houleux, prennent un ton d'apprentissage. On discute de logistique, de codage, de gestion de données, des thèmes jadis réservés aux institutions étrangères. L'Afrique francophone observe cette transformation avec curiosité. Ce qui semblait un pari se transforme en contagion d'idées. Ibrahim Traoré n'a pas simplement redéfini le rôle du gouvernement, il a réinventé la relation entre peuple et progrès. Et dans ce lien rétabli, la démocratie trouve un souffle inattendu, celui de la compétence. À ce stade du projet, le Burkina Faso ne vit plus une révolution, mais une transition planifiée. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré a établi une feuille de route claire, 5 jalons précis pour ancrer la souveraineté agricole dans la durée. Décentralisation complète. Chaque région recevra sa propre régie agricole, capable de collecter, stocker et traiter les données locales sans dépendre de la capitale. L'objectif, transformer la centralisation en réseau vivant. Alliance scientifique. Les universités de Ouagadougou, Bamako et Niamey s'allient pour créer un laboratoire sahélien des sols, chargé de développer des capteurs à faible coût et des logiciels libres adaptés aux climats arides. Le savoir devient infrastructure, partenariat intra-africain. Plutôt que d'importer, le pays échange. Les ingénieurs du Niger partagent leurs brevets solaires. Le Ghana propose des modèles de microcrédit rural. Ce maillage continental dessine une Afrique interconnectée par la compétence, non par la dette. Inclusion numérique rurale. D'ici 2026, 80% des villages agricoles seront équipés de tablettes éducatives afin que chaque exploitant puisse accéder aux données météo et aux cours de formation. L'information devient un droit agricole. Mesure et transparence. Chaque trimestre, un rapport public détaille les progrès. Hectares irrigués, emplois créés, rendement par région. Ces chiffres, vérifiables, consolident la confiance interne et désarment la critique externe. Ainsi, la révolution prend la forme d'un système. Ibrahim Traoré l'a formulé simplement. Si nous savons où nous allons, même la patience devient productrice. Dans un champ de Bobo Dioulasso, Yacouba, le vieil agriculteur des débuts, contemple les drones qui survolent son terrain. Là où il priait jadis pour la pluie, il surveille désormais les données de son sol. Le grondement mécanique est devenu le battement régulier d'un pays éveillé. Ce moment clos. Un cycle. L'homme du début est redevenu symbole. Ibrahim Traoré l'avait promis. La dignité passerait par les outils, non par les armes. Et cette dignité se lie dans le calme des gestes, dans la patience des cultivateurs, dans la précision d'un écran qui clignote au milieu des champs. La technologie n'a pas remplacé la foi, elle l'a traduite. Les caméras étrangères filment la scène sans commentaire. Car ce qui se joue n'est pas un spectacle, c'est un retour à soi. L'Afrique, longtemps racontée par d'autres, apprend à écrire au présent. Dans la poussière ocre et la lumière du soir, Yacouba lève la tête et murmure.
Nous ne demandons plus la permission, nous la cultivons. Ah, c'est bon. Ce murmure, amplifié par le vent du Sahel, porte la mémoire d'un continent qui renaît. Lorsque tombe la nuit sur Ouagadougou, les champs intelligents continuent de clignoter comme un réseau d'étoiles. Chaque lumière raconte une histoire de patience et de courage. Ce projet n'est plus celui d'un homme, mais d'une génération qui a choisi d'échanger la dépendance contre la maîtrise. Ibrahim Traoré le répète souvent, ce n'est pas la technologie qui sauve, c'est la confiance qu'elle permet. Et cette confiance aujourd'hui s'étend au-delà des frontières. Des villages du Mali jusqu'au marché du Bénin, on parle du Burkina Faso comme d'un pays qui s'est relevé avec des outils, au lieu de discours. Le monde observe, parfois avec scepticisme, parfois avec admiration. Mais l'Afrique, elle, avance. Le sol du Sahel a retrouvé une voix, une langue faite de chiffres, de travail et d'espoir. Alors, lecteurs, spectateurs ou témoins de cette histoire, que retiendrez-vous? Le bruit des drones, le silence du sol, ou l'idée qu'un peuple, en se nourrissant lui-même, redéfinit la dignité?